De retour à notre magazine de télévision, madame, monsieur, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Si vous êtes à Montréal, je vous dis hello, bonjour, et si vous êtes sur le continent africain, naturellement, puisque beaucoup parmi vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour à partir de Montréal. Ce soir, madame, monsieur, nous recevons une grande dame, et pour nous, pour moi personnellement, c'est une fierté. Elle s'appelle Rosanna, elle s'appelle Ayana. Elle a un nom et c'est une grande dame. On aura l'occasion de pouvoir, comment dirais-je, lui parler, qu'elle puisse elle-même se présenter. Mais pour faire une petite histoire courte, pour porter le rôle important de Rosanna dans Les Révoltés, Ayana s'est inspirée d'histoires racontées par sa mère infirmière, qui a travaillé à la frontière, tout près du chemin Roxane. Ayana a également été consultante à la diversité auprès de l'équipe des Révoltés, pour que les personnages haïtiens soient représentés dans toute leur complexité, loin des stéréotypes. Bonjour. Bonjour. Je suis impressionné. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Puis moi aussi, c'est un honneur d'être avec vous sur ce plateau. Ça fait très longtemps que je vous suis. Depuis que je suis très, très jeune, je vous vois à la télé. Donc, pour moi, c'est comme un full circle, qu'on appelle un cercle complet d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, je suis flatté. Je suis flatté. Je vais vous dire une chose. Pour nous, je me mets à la place du grand public, des Africains, Haïtiens et autres qui vous suivez actuellement. Ouais. Vous faites notre honneur parce que vous êtes parmi les personnalités qui nous représentent et qui faites notre fierté. Et dans votre travail, je vous suis aussi. Nous sommes très fiers et je vous dis bravo au nom de toute cette grande diaspora qui vous regarde, qui vous découvre. Avant de parler de la présence même de ce qu'on appelle ici les ethnies, ce qu'en Europe, à l'époque, les gens appelaient des étrangers. Mais aujourd'hui, on est des immigrants quelque part. Pour vous, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable de voir maintenant qu'il y a des femmes comme vous, des hommes aussi de votre couleur, donc qui soient là. Mais avant d'aller loin, qui êtes-vous exactement? Donc, je suis une artiste. Je travaille principalement comme actrice au cinéma, à la télévision, en français comme en anglais. Je vais rappeler votre nom, parce que je veux que de nombreuses Africaines et Haïtiennes et Noires qui vous regardent retiennent bien ce nom-là. Vous êtes madame. Mon nom est Ayana Oshun. C'est un nom que j'ai adopté depuis plusieurs années. Mon nom de naissance est Tetchena Belange. Et j'ai fait tout un travail de reconnexion ancestrale. Mon prénom, Tetchena, c'est un prénom d'ascendance slave. Belange, c'est mon nom de famille qui vient de mon père. Et il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, j'ai réalisé un film qui s'appelait Les Mains Noires, procès de l'esclave incendiaire. Et c'est l'histoire de Marie-Joseph Angélique. C'est l'histoire d'une esclave accusée d'avoir incendié Montréal en 1734. On parle du Vieux-Montréal. Exactement. Et puis à l'époque, au 18e siècle, ce procès, le procès de Marie-Joseph Angélique avait fait beaucoup de bruit. Et parce qu'elle criait son innocence, on disait que c'était elle. En fait, elle était surtout coupable d'être une femme noire rebelle. Une femme noire, à l'époque, devait nécessairement être esclave. Et elle disait « Non, je suis une femme libre ». Donc, elle refusait de faire le ménage, elle refusait de tenir sa place. Puis elle était un très mauvais exemple pour les autres esclaves qui étaient pour la plupart autochtones à Montréal. Donc, quand un feu a incendié la ville, il fallait accuser quelqu'un et on a accusé cette femme. Elle a été condamnée à mort après un long procès. Et donc, j'ai produit et réalisé un documentaire qui s'appelle Les Mains Noires sur cette femme-là. Puis après, je me suis questionnée sur ma place, moi, de femme noire au 21e siècle au Canada. Puis je me suis dit, Tetchena, qui est un nom que ma mère a choisi avec beaucoup d'amour, c'est un très joli nom, mais je me suis dit, d'où je viens vraiment, moi? Qui suis-je vraiment? Donc, j'ai fait tout un travail, puis parce que mes parents sont haïtiens, pour moi, c'est très difficile de savoir d'où je viens avant Haïti, mes ancêtres sur le continent africain. J'envie beaucoup mes amis québécois qui peuvent faire un travail pour savoir qui sont leurs ancêtres. Ils ont des arbres généalogiques qui remontent au siècle passé. Moi, je ne pouvais pas faire ce travail-là parce que Haïti, c'est des Africains qui ont été amenés en Haïti, qui ont été mis en esclavage pour faire le travail de la canne à sucre, etc. Donc, ma seule manière de connaître
un peu mes origines africaines, c'était de faire le test d'ADN. Donc, j'ai envoyé ma salive dans une compagnie et puis ils ont dit que grosso modo, je viendrais de peuples issus du Congo, Cameroun, Nigeria, de cette région-là. C'est sûr qu'à l'époque, ces pays n'existaient pas, c'était différentes ethnies qui étaient là, mais aujourd'hui, ça correspondrait à ces pays-là, en majorité. Il y a aussi une partie qui viendrait du Bénin, etc., mais en majorité, c'était euh, ces trois pays-là. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai décidé de prendre un nom, un prénom, qui venait de cette région du monde-là. Et puis au Nigeria, il y a un fleuve qu'on appelle Oshun. Euh, et c'est aussi une divinité associée à l'amour et à la guérison. Donc, en adoptant ce nom de famille, si on veut, Oshun, pour moi, c'était une manière de mettre un baume de guérison sur mon histoire ancestrale. Et Ayana vient surtout de l'Afrique de l'Est. J'ai une petite partie aussi d'Afrique de l'Est dans le pourcentage de mes origines. Et la région de l'Éthiopie en particulier, ça signifie jour lumineux, bonne chance et tout ça. Donc pour moi, mon nom d'artiste, Ayana Oshun, c'est un nom que j'ai adopté depuis à peu près 2016-2017 et qui, je pense, correspond à mon énergie, à ma vibration. Puis je suis très contente de m'être rebaptisée. Je vous ai présenté comme étant une comédienne, une scénariste, une réalisatrice, Ayana Oshun, qu'on voit d'ailleurs actuellement dans Les Révoltés, à TVA. Vous avez cette opportunité, madame, d'être présente sur les médias et dans un domaine qui est quand même particulier, où la présence des Noirs, à l'époque, déjà, moi, j'étais parmi ceux qui le criaient déjà parce que j'estimais que les télévisions n'étaient pas représentatives de la majorité de la population que nous voyons ici, sans parler de race nécessairement. Quand on circule à Montréal, on voit, et ce que je ne voyais pas à la télévision. Vous avez cette opportunité-là. Est-ce que pour vous, ça a été vraiment très, très dur? Ou est-ce que vous êtes arrivé de vous-même? Est-ce que vous vous êtes battu comme vous l'avez toujours fait? Ben, c'est un milieu qui est à la base difficile pour tout le monde. Donc, quand en plus on est une personne racisée, noire dans mon cas, bien sûr qu'il y a beaucoup moins d'ouverture, beaucoup moins de place. En fait, n'entre pas qui veut. Exactement. N'entre pas qui veut. Il ne suffit pas de le vouloir. Au départ, il faut avoir travaillé pour arriver à une certaine professionnalisation, si on veut. Oui. S'entourer des bonnes personnes et après ça, frapper aux portes. Par exemple, moi, quand j'ai commencé comme actrice dans le milieu, il y avait très, très peu d'actrices noires. Et dans les rôles de casting qui étaient offerts, si dans le rôle, ce n'était pas écrit femme noire, on ne me voyait pas en audition. Quand c'était écrit ethnie bienvenue ou peut être une personne racisée, là, on me faisait auditionner. Parfois, ça pouvait être moi avec une femme arabe, une femme asiatique. Donc, dans cette case-là, on essayait de mettre quelqu'un qui avait de la couleur, si on veut. Je dois dire que depuis 2020, je trouve qu'il y a, en tout cas ici au Québec, une explosion, si on veut, au niveau de la demande, parce que suite à la mort de George Floyd en 2020 aux États-Unis, il y a eu un vrai questionnement avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu un onde de choc dans l'industrie du cinéma, de la télévision et surtout du théâtre. Et puis ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus représentatif de la société québécoise? Donc, ils ont comme réalisé ça subitement? Durant tout ce temps-là? Je pense que c'est une conversation que ça fait longtemps que les artistes voulaient avoir, mais il n'y avait pas nécessairement d'écoute de l'autre côté. Mais là, tout à coup, parce que le public le demandait, le public est beaucoup plus fort qu'on le pense, le public disait, OK, il y a eu cette mort de George Floyd-là, il est arrivé un certain nombre de choses au cours des dernières années. Oui. Il y a eu le cas de Slave, de Kanata, des pièces de théâtre au Québec qui ont fait beaucoup couler d'encre au niveau de la diversité et de la représentation des personnes racisées ou autochtones. À partir de là, il y a eu un questionnement. Et ce qui est arrivé, c'est que le mouvement Black Lives Matter a été comme une bougie d'allumage où tout à coup, on n'a plus eu le choix parce que le mouvement était mondial.
Donc, c'était pas soudain. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait avant, mais là, tout à coup, c'était le temps d'ouvrir. Donc, les premiers qui ont ouvert les portes, c'est bien sûr le milieu de la publicité. Maintenant, c'est très difficile de voir une publicité où on ne voit pas de personnes racisées. Ce sont des gens qui ont des choses à vendre, donc qui veulent être représentatifs. Ça représente donc cette nouvelle société moderne, occidentale. Exact. Ce qui est assez intéressant pour moi, du moins je suis toujours surpris de voir ça. Même en France, on voit des Noirs aussi qui présentent des nouvelles. Tout ça, je me dis, oh là là, c'est absolument, je vis dans un autre monde. Absolument. Mais j'ai une question ici. Oui. Je suis très heureux de vous avoir encore une fois parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça. On échange beaucoup avec des amis, des collègues et tout ça. Et vous allez me corriger, mais là, je cible les rôles. On a constaté encore une fois, depuis belle lurette, un peu comme si l'homme, la femme noire, on lui réservait un certain nombre de rôles qui probablement peut-être représentaient aussi les sociétés occidentales. Chauffeur de taxi, vendeur de XYZ, madame joue à la prostituée. Je n'insulte pas la prostituée parce qu'il n'y a jamais de saut métier. Mais quand même, on a constaté que l'homme, la femme noire étaient, comment dirais-je, relégués à un certain nombre de rôles, ou encore il joue le comique. Ou encore, il joue le comique, et s'il joue pas le comique, il joue carrément le sportif. I'm a man, yeah! Là, on nous montre un black, là, comme si tous les noirs étaient bâchés. Enfin bref, vous, en tant qu'artiste, quelle est votre analyse par rapport à ce que je viens d'avancer? Est-ce que je fais fausse route complètement? Pas du tout. Pardon? Pas du tout. Je pensais que je faisais fausse route, moi. Ah, mais je vous le dis. Non, pas du tout. Je ne me prenais pas très au sérieux. Allez-y. Les stéréotypes associés aux personnes noires, c'est un enjeu extrêmement présent. L'année passée, il y a un film que j'ai réalisé qui s'appelle Le mythe de la femme noire. C'est un documentaire qui traitait spécifiquement des stéréotypes associés aux femmes noires dans le milieu, dans l'industrie du cinéma, de la télévision, de la musique, en Occident en particulier. Pourquoi j'ai réalisé ce film-là? C'est parce qu'au cours des années, depuis que je suis petite, les représentations que je vois des femmes en particulier correspondent toujours au même type de cliché, si on veut. Donc, on parle de la femme hypersexuelle, hypersexualisée. On parle de la femme noire qui est une nounou, qui prend soin de tout le monde, donc infirmière, travailleuse sociale, gardienne d'enfants. Préposée aux bénéficiaires. Préposée aux bénéficiaires, etc. On est aimants quand même. On est des gens aimants quand même. En tout cas, okay, je vous laisse continuer. Et le troisième stéréotype, c'est le stéréotype de la femme noire en colère. Donc, ça peut être ce comic relief dont vous parlez. Donc, cette femme drôle qui roule la tête et dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait? » Ça peut être très drôle. Mais le problème, c'est qu'on ne voit que ça. On ne voit surtout que ça. Donc, quand j'ai voulu réaliser ce film-là, ce que je voulais, c'est raconter l'histoire de ces stéréotypes. Donc, je me suis mis à lire énormément sur ça. Puis, je n'avais pas réalisé que ça vient de siècles et de siècles et de siècles d'histoire. Plus je lisais sur les stéréotypes, plus je réalisais qu'ils tiennent leur source de siècles passés dans l'histoire et qu'ils avaient traversé les années pour se retrouver aujourd'hui au cinéma, à la télévision et dans les vidéoclips. Par exemple, le stéréotype de Jézabel, c'est un stéréotype qui a été créé quand les femmes esclaves, aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et tout ça, les propriétaires d'esclaves, bien sûr, les violaient régulièrement, ils avaient des corps à disposition. Mais pour justifier le viol des esclaves, ce qu'ils disaient, c'est que « Oh non, ce sont elles les tentatrices. Ce sont elles qui essaient de me détourner du droit chemin. » Puis on sait que dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Jézabel, qui est une femme dans l'Ancien Testament, qui est là pour, en tout cas, détourner le roi du droit chemin en la faisant adorer ses dieux à elle. Donc, Jézabel, dans la Bible, c'est une femme qui est une tentatrice qui tente l'homme pour essayer de le détourner de Dieu. Donc, chez les esclaves, les femmes noires ont été appelées des Jézabel. Et en fait, c'était juste pour justifier leur viol, entre autres. Et on sait que quand les Européens allaient en Afrique pour kidnapper des hommes et des femmes du continent, la manière d'être du peuple africain était différente. Les Européens étaient extrêmement habillés. Bon, les Africains vivent au soleil, sont un peu plus dénudés. Oui. Donc, pour eux aussi, c'était une preuve de la luxure des Africains, cette manière d'être déshabillés. Donc,
Tout ça pour vous dire que au cinéma, à la télévision, aujourd'hui, on retrouve ce stéréotype-là parce qu'il date de siècles et de siècles et de siècles. Donc, la femme noire hypersexualisée, vous parlez de rôle de travailleuse de sexe, de rôle de maîtresse de quelqu'un, ça, ce sont tous des images rattachées à ce stéréotype-là. Puis dans le documentaire Le mythe de la femme noire, ce qu'on va explorer aussi, c'est que ces stéréotypes-là ont des vraies conséquences dans la vie de tous les jours. Par exemple, il y a une femme dans le documentaire qui s'est ouverte et qui a dit « Moi, quand je vais au coin d'une rue, puis il fait chaud et tout ça, c'est pas anodin qu'une voiture s'arrête à côté de moi et me demande combien. » Pardon? Parce qu'on me prend pour une prostituée. Une autre femme, Patricia McKenzie, elle voyage, c'est une femme qui voyage énormément pour son métier. Et puis, combien de fois elle se fait prendre à l'aéroport? Ben, se fait arrêter à l'aéroport et puis on lui dit d'où tu viens, où tu vas, parce qu'elle voyage seule. Parce qu'on la prend pour une prostituée, elle aussi, une travailleuse du sexe internationale. Ça va tellement loin que des systèmes sérieux, comme le système de justice, ont intégré ce stéréotype-là. Dans le documentaire, par exemple, on parle du cas d'une femme qui a été dans la vraie vie, qui a été victime d'un viol collectif de la part de 2 hommes noirs. Et la juge, à la fin du procès, a dit, pour elle, c'était évident que ces 2 hommes noirs-là avaient violé cette femme-là, donc ils étaient coupables. Mais il fallait qu'elle prenne en compte l'exception culturelle des communautés noires. Parce que les relations entre hommes noirs et femmes noires étaient différentes des relations de la société en général. Comme quoi les femmes sont des Jézabel, les hommes noirs, des brutes, si on veut. Donc, en général, quand quelqu'un est accusé de viol et condamné, il fait de la prison. Dans ce cas-là, il a été condamné à des travaux dans la communauté. Donc, tout ça pour dire que c'est un stéréotype, celui de Jézabel en particulier, entre autres, extrêmement sérieux et qui a des incidences dans la vie de tous les jours. Dites-moi, vous comme comédienne montréalaise, comme telle, d'abord, comment est-ce que le public vous reçoit, le grand public? Ben, dans la vie de tous les jours, quand les gens me reconnaissent à l'épicerie ou ailleurs, les gens sont extrêmement gentils, ils viennent me voir de temps en temps. En général, au Québec, les gens, contrairement à d'autres pays comme en France, aux États-Unis, ils ne viennent pas nécessairement dire « Ah, vous ai vu à la télévision ». Mais les gens qui le font, en général, ils sont extrêmement agréables. Les gens sont beaucoup plus discrets, quoi. Oui, exactement, ils sont beaucoup plus discrets. Non, en général, les gens sont contents de rencontrer quelqu'un qui voit la télévision. Puis j'ai aussi conscience que c'est quand même un privilège de faire ce métier-là. C'est quelque chose dont la responsabilité m'est chère. J'ai conscience de représenter quelque chose pour beaucoup de gens. Donc, dans les histoires que je raconte comme comédienne ou comme réalisatrice, je prends ça en compte. Dites-moi, et les femmes noires? Comment est-ce qu'elles réagissent? Vos sœurs noires, comment est-ce qu'elles réagissent? Mais mes sœurs sont-elles fières de vous ou bien sont-elles jalouses? Ben, s'il y en a qui sont jalouses, je ne sais pas, parce qu'elles ne viennent pas me voir. Celles qui viennent me parler, elles sont contentes, elles sont fières. Puis il y a des plus jeunes qui me demandent « Ah, moi aussi, j'aimerais faire ça quand je serai grande. Comment je fais? » Alors, je leur dis, on m'écrit sur Facebook, sur Instagram, puis on me pose des questions. Donc, en général, c'est assez agréable. Dites-moi, ma toute dernière question, on a quand même eu le temps de parler un tout petit peu, malheureusement le temps à la télévision ça passe très très vite. On va synthétiser un petit peu, je veux quand même que le grand public retienne notre conversation. Qu'est-ce que le public doit retenir de cette conversation qu'on a eue, vous et moi, aujourd'hui? Ben, il doit retenir que, premièrement, le milieu du cinéma et de la télévision, c'est un milieu qui est en train de changer. C'est un milieu extrêmement foisonnant. C'est un milieu où des créateurs de la diversité peuvent prendre leur place maintenant beaucoup plus qu'auparavant, puis que cette place-là, il faut la prendre. Au cours des dernières années, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs courts-métrages, un moyen-métrage, Les Mains Noires, sur l'esclavage en Nouvelle-France à travers Angélique.
mon dernier documentaire, long métrage, Le mythe de la femme noire, qu'on peut retrouver en ligne un peu partout. Ça a été en plus le documentaire qui a le mieux marché au Québec en 2023. Le mythe de la femme noire. Le mythe de la femme noire. Puis c'est un film qui traite de femmes noires. Et malgré tout, c'est le documentaire qui était numéro 1. Comme quoi le public, peu importe d'où il vient, a soif de ça. Les gens sont ouverts, Absolument. Les gens sont curieux, bien sûr. Exactement. Oui. Là, j'en réalise un nouveau qui va sortir l'année prochaine. J'aimerais retourner ici pour vous en parler. Qui Pas va de problème, traiter, avec grand plaisir. Qui va traiter des pères absents. Les pères absents. Voilà. Ah ben là, je vais revenir ici. Là. Je vais revenir ici. Oui. Et puis, comme actrice, le dernier rôle que j'ai défendu, qui était Les Révoltés, où je jouais le rôle d'une réfugiée qui arrive à Montréal et puis qui veut absolument s'établir ici avec ses enfants, qui veut trouver une place au soleil, qui est défendue par une avocate qui est jouée par Sarah-Jeanne Labrosse, qui est une vedette locale. C'est un rôle qui m'a été... qui m'a bouleversée. À jouer cette femme-là. C'est aussi disponible pour ceux qui ne peuvent pas le voir à TVA. C'est disponible sur TVA+, et sur Illico. Oui. Donc, tout ça pour dire que le message que je veux dire, c'est un message d'empowerment, c'est-à-dire empuissancement. Empowerment. Voilà. Empowerment. Exactement. C'est un mot que je reconnais quelque part. Empowerment. Mais juste, on va se laisser parce que malheureusement, le temps passe trop vite. Oui. Mais j'avais juste une dernière question. Vous allez parler de personnages qui vous a marqué. Oui. J'ai retenu. Voici ma question ici. En tant qu'actrice, en tant que comédienne, l'élément de rentrer dans la peau du personnage, on se comprend. Oui. Rentrer dans la peau du personnage, est-ce que ça vous prend un certain temps avant de vous défaire de cet élément? Et combien de temps cela vous prend-il pour réellement incarner le personnage? Je vais dire, pour moi, rentrer dans la peau du personnage, c'est le faire surgir de moi. Donc, quels éléments de ma personnalité, de mon corps, de ma voix, de mon vécu correspondent à ce personnage-là? Donc, c'est une manière intime pour moi de prendre corps de ce personnage-là. À ce moment-là, parce que j'ai conscience qu'il fait partie de moi, c'est plus aisé de lâcher prise là-dessus par la suite. Merci, merci, merci infiniment. Alors, c'est tout. Voilà, mesdames, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Voilà, mesdames, messieurs, l'émission tire déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou encore, si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, ce sera donc avec grand plaisir. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.